De son côté, Codreanu donne également un visage politique à son action. Il est élu député 2 fois dans 2 circonscriptions différentes, en 1931 et 1932. C'est le fameux scandale en 1931 de la faillite de la banque Marmoroche, Blanc Co, qui offre un terrain favorable à des personnes comme Codreanu. En effet, la faillite de l'établissement avait ruiné des milliers de Roumains, mais les pressions politiques avaient montré le haut degré de corruption de la justice roumaine, car les coupables n'avaient pas ou peu été punis. Le parti de Codreanu n'est pas encore en mesure de prendre le pouvoir, avec seulement 5% du suffrage, mais c'est un bon début pour Codreanu. Ce début fait peur au pouvoir libéral incarné par Ion Gheorghe Duca. Celui-ci, leader du PNL, Premier ministre, franc-maçon notoire, est nommé par le roi Charles II pour mener le gouvernement roumain jusqu'aux élections de 1933. En préparation de ces élections, prétextant de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne, Duca interdit la garde de fer, et voyant que les élections qu'il doit organiser vont être favorables aux nationalistes comme Codreanu, ce grand démocrate, reporte les élections et commence à persécuter les mouvements nationalistes. Il prend des mesures favorables à l'émigration des Juifs vers la Roumanie, tout en prenant des mesures défavorables pour le retour au pays des minorités roumaines en dehors de la Roumanie. Il empêche par exemple l'arrivée des Aroumains à Dobroja. Alors les Aroumains, ce sont les populations roumanophones du sud de la Roumanie. On en trouve essentiellement en Grèce et en Serbie. Codreanu et plusieurs milliers de légionnaires sont arrêtés. 18 trouveront la mort dans ces arrestations violentes. 3 légionnaires décident alors de tuer ce Premier ministre, Ion Duca. Nicolae Constantinescu, Ion Caranica et Doru Belimace, dont les noms permettent de composer le mot Nicador, Ni pour Nicolas Constantinescu, K pour Ion Caranica et Dor pour Doru Belimace. Ils assassinent Duca à la gare de Sinaia le 29 décembre 1933, ville de résidence du roi Charles II avec lequel Duca venait de s'entretenir. Lors du procès retentissant, Caranica et Belimace, tous deux aroumains, déclareront que l'attitude pro-juive et en même temps anti-aroumaine avait été déterminante dans leur choix homicide. Le roi Charles II cherchera par tous les moyens à supprimer Codreanu et la garde de fer. Il a apporté tout le soutien logistique nécessaire à un traître interne à la légion de Codreanu qui voulait remplacer ce dernier. Stelescu, le traître, y trouvera naturellement la mort et Charles II fera tuer ses partisans en même temps qu'il détruira la légion, comme nous le verrons par la suite. On peut voir l'arrivée au pouvoir de Goga et Cuza comme une façon pour le système politique roumain d'offrir du Codreanu sans Codreanu. On peut même y voir, dans une vision un peu complotiste des choses, comme une manipulation du roi Charles II. En effet, c'est lui qui choisit de nommer Goga Premier ministre en 1937, alors que la situation politique est totalement bloquée. Il peut d'ailleurs s'agir de quelque chose de calculé et de plus cynique, puisque Charles II réalise en mars 1938 un véritable coup d'État. Il supprime la Constitution de 1923, dissout le Parlement et prend les pleins pouvoirs. Il nomme Armand Călinescu ministre de l'Intérieur. C'est lui qui va détruire opérationnellement la légion de Codreanu. Les légionnaires survivants le tueront finalement en 1939 en représailles. Bien évidemment, comme dans tous les bons coups, c'est Miron Cristea qui est le Premier ministre à ce moment. Goga et Cuza, en Codreanu de substitution, une sorte de bière sans alcool, c'est peut-être encore une fois une idée sortie des loges. En effet, Charles II et Goga étaient francs-maçons. On pourra trouver étonnant d'avoir un antisémite acharné comme Goga être franc-maçon. Les êtres sont complexes. En tout cas, ce qui précipite la chute de Codreanu est la perspective, très dangereuse pour Charles II, roi franc-maçon et libéral dans l'âme, d'une alliance électorale entre Codreanu et Goga. Petit à petit, Codreanu gagnait les âmes roumaines. Le clergé qui devient légionnaire, ou en tout cas sympathisant, est très important, nous le verrons ensuite. Il organise de gigantesques funérailles pour 2 légionnaires tués en Espagne aux côtés de Franco dans la lutte contre le communisme. C'est à cette occasion qu'il rédige son ouvrage Pentru Legionari, pour les légionnaires. Codreanu a créé tout un ensemble d'activités philanthropiques et gère admirablement sa légion, sur un mode totalement méritocratique. Ultime manœuvre de Charles II avant son coup d'État, il offre de changer le gouvernement roumain pour mettre un cabinet totalement légionnaire, mais la contrepartie est qu'il doit, lui, Charles II, prendre la place de Codreanu à la tête de la Légion. Bien évidemment, cette proposition est rejetée. Codreanu n'avance pas masqué. Il veut mettre en place une sorte de régime fasciste chrétien. Il déclare sur la démocratie détruit l'unité du peuple roumain,
l'exposant ainsi affaibli devant le bloc uni de la puissance juive. Charles II annule donc le système politique roumain et met en place ce que les historiens appellent la dictature carliste. Il organise un pseudo-procès contre Codreanu, condamné à 10 ans de travaux forcés pour avoir dit à Nicolae Iorga, qui critiquait durement ses légionnaires, « Ești un necinstit sufletește », qu'on peut traduire par « Tu es une mauvaise âme ». Bon, on avouera que c'est cher payé pour cette déclaration. Mais ce n'est pas suffisant pour Charles II. Il fait exécuter Codreanu lors d'un transfert de prison. Il est étranglé par des gendarmes lors d'une parodie de tentative d'évasion le 30 novembre 1938. Codreanu meurt à 39 ans. Le prestige de Codreanu parmi le clergé roumain de l'église officielle était très important. Il voyait bien que c'était un adepte rigoureux du carême et de la prière. Il voyait également qu'il avait quitté Cuza pour des raisons théologiques et les positions stupides et hérétiques de celui-ci concernant la place de l'Ancien Testament dans la foi orthodoxe. Codreanu comptait 18 prêtres candidats aux législatives de 1937. Le numéro 2 de Bor, le métropolite Balan de Transylvanie, était un partisan et un soutien affiché du mouvement légionnaire. Plusieurs monastères majeurs de Bor soutenaient aussi très clairement le mouvement légionnaire. Lors de l'assassinat du Premier ministre Duca en 1933, Bor a réalisé une déclaration très alambiquée où elle condamne la violence mais ne condamne pas la Légion. On peut analyser la chose de la façon suivante. Bor, détaché de la foi orthodoxe véritable, s'est donné inconsciemment la mission d'être l'incarnation de l'unité du peuple roumain. La Légion de Codreanu fut une sorte d'écho politique et méta-religieux à cette aspiration. Le théologien le plus emblématique de cette période me semble être Nikifor Crainic, un théologien qui essaya de réaliser l'improbable synthèse entre nazisme et orthodoxie. Crainic est emblématique de cette période car c'était un théologien très respecté dans l'église officielle roumaine de cette époque, et il essaya de cerner la définition de l'âme roumaine, de trouver comment définir la roumanité, sorte de mélange de données ethniques, historiques, politiques et religieuses. Crainic, théologien laïque, travaille comme professeur de théologie à la faculté de Bucarest. Il y déploie une théorie proche de celle de Cuza. Le Christ n'est pas juif, l'Ancien Testament n'est pas juif et le Talmud est antichrétien. Alors certes, le Talmud est antichrétien, mais affirmer que Jésus n'était pas juif est disqualifiant du point de vue théologique. On est donc surpris de lire sous la plume du grand, que dis-je du grand, de l'immense Dumitru Staniloae, qui écrivit en 1940. Nikifor Crainic est le premier théologien roumain de l'ère moderne de notre histoire qui sort la théologie du cercle étroit et contourné des spécialistes en la présentant sous une forme imposante à l'attention générale du monde intellectuel. Nikifor Crainic renouvelle, en l'actualisant, la tradition dans une théologie qui ne se contentait que de quelques fragments de cette tradition, reçus au fil du chemin et souvent à travers l'interprétation contournée des théologies occidentales, accomplissant une véritable restauration de la théologie roumaine dans l'esprit orthodoxe. Si Nikifor Crainic est emblématique de l'église officielle de l'entre-deux-guerres, Dumitru Staniloae est emblématique de l'église officielle sur toutes les époques. Légionnaire avec les légionnaires, communiste avec les communistes, Staniloae est un homme d'une grande intelligence qui écrira tout un tas de sottises comme celle-ci. Crainic n'était pas un grand théologien, c'était un hérétique, mais Staniloae en dit du bien car Crainic se passionne pour ce qui va devenir la raison d'être de cette église officielle, définir et incarner l'âme roumaine. Nous reviendrons plus tard sur Dumitru Staniloae, dont bien évidemment il y a beaucoup à dire, en bien comme en mal. Mais l'église officielle, bien évidemment, ne vous dira jamais rien de son côté girouette, sans colonne vertébrale et sans courage. Imagine-t-on un Athanase d'Alexandrie orthodoxe avec les orthodoxes et arien avec les ariens ? Avec Staniloae, sur certains domaines, on peut même se demander si l'on a en face de nous un manipulateur ou un idiot complet. Dans un texte de 1934, il fustige le modernisme, la maçonnerie, alors que son patriarche est franc-maçon. Donc soit il écrit pour donner quelques miettes aux antimodernistes et les garder dans bord, et en ce cas, quel cynisme. Soit il combat la maçonnerie tout en restant aveugle à la contamination de bord par celle-ci, et en ce cas, quel naïf. Qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, Staniloae est un grand théologien. Sa théologie dogmatique est de très grande valeur, c'est le Staniloae non théologien qui nous intéresse. Je sais que son fan club viendra se plaindre du manque d'égard à son sujet. On nous dira qu'il a laissé un texte dans les années 30 où il condamne d'une certaine façon le nationalisme et qu'il est donc infondé de le dire légionnairo-compatible. Certes,
Mais cela montre toute la complexité du personnage. Que son fan club relise le texte qu'il écrivit en réaction aux funérailles des 2 légionnaires tués en Espagne. Le titre « Martyr pour le Christ » vous donne la tonalité de l'article. Bord a accueilli à bras ouverts le mouvement légionnaire, car cela correspondait aussi à un besoin d'avoir une implication du peuple. Le phénomène des apparitions de Maglavit en 1935 est intéressant de ce point de vue. Maglavit est un tout petit village qui est au sud-ouest de la Roumanie, près des frontières serbes et bulgares. Pour résumer ce cas que beaucoup ne connaissent que peu ou mal, un dénommé Petrache Lupu, berger de son état, déclara avoir vu et parlé à Dieu. La Roumanie se passionna pour ce cas. La moitié vit Lupu comme un dingue ou un escroc, l'autre moitié comme un saint porteur de messages. En période de forte sécheresse qui inquiétait à juste titre cette Roumanie rurale et paysanne, Lupu voit Dieu 3 vendredis de suite, en mai et en juin 1935. Dieu lui dit que si les gens ne se repentent pas, ne vont pas à l'église, ne respectent pas le repos, les jours de fête et les dimanches, et ne jeûnent pas les mercredis et vendredis, il brisera leurs œuvres. Lupu fit creuser un puits au lieu de la première apparition, et la ferveur populaire vit cette eau comme miraculeuse. L'intérêt pour Maglavit va croissant jusqu'en 1938 et les masses affluent. Il y a des guérisons miraculeuses. Maglavit devient une sorte de Lourdes roumain, avec les phénomènes marchands et économiques qui accompagnent inévitablement les lieux de pèlerinage. Codreanu et les légionnaires adoubent le lieu comme un authentique lieu de la manifestation de l'intérêt de Dieu pour la Roumanie. Staniloae témoignera d'avoir vu les guérisons miraculeuses opérées à ce lieu et semble avoir considéré l'histoire de Lupu comme véridique. Bon, seul Dieu peut savoir s'il a choisi d'apparaître à ce berger roumain. Mais ce qui est sûr est que le prêtre du lieu, le père Nicolae Bobin, et le sénateur Valérian ont fait une petite fortune sur cette apparition. Ceci attisa la convoitise de l'évêque, qui avait Maglavit dans son diocèse, monseigneur Stanescu. Au début, il pensait que Lupu était fou et voulait calmer les ardeurs populaires avec un examen psychiatrique. Mais quand il a vu les fortunes que les Roumains dépensaient pour venir à Maglavit, il a préféré menacer le père Bobin de déposition s'il ne lui laissait pas reprendre les choses en main. Il créa donc un organisme caritatif qui serait chargé de récupérer les collectes des pèlerins. Monseigneur Stanescu avait déjà détourné 15 millions de lei avec ce genre de montage dans le passé, nous apprend la version roumaine du magazine Historia. Monseigneur Stanescu fut probablement trop avide et brutal, et c'est ce qui donna l'envie au roi Charles II de proposer un autre narratif pour récupérer les fonds, la construction d'une gigantesque église de 2500 mètres carrés. Le projet est estimé à environ 6 millions de lei. Le Premier ministre patriarche aura ce commentaire laconique « Maglavit a le mérite d'attirer le monde ». Combien cette histoire de Maglavit est représentative de Bord sur cette période? Le mépris des évêques, la piété populaire, les prêtres sans vergogne qui s'enrichissent sur le dos du peuple en accord avec la classe politique, et à la fin, c'est la loge qui gagne, car tout en haut de l'édifice, on retrouve toujours Charles II et son Premier ministre Christea. Christea, justement, meurt lors d'un voyage en France, à Cannes, en 1939. Avant de passer à son successeur, le patriarche Nicodime, celui qui traquait les VCO avec les gendarmes, intéressons-nous un instant à Charles II. Sa politique, nous l'avons vu, est de régner sans partage. Mais une fois ses opposants neutralisés, cela ne fait pas une ligne politique claire. Charles II arrive au pouvoir en 1938, qui est une période compliquée, à quelques semaines d'un conflit mondial que tout le monde voit arriver. Il choisit de s'aligner sur une position anticommuniste, ce qui explique son rapprochement avec les puissances de l'Axe, bien qu'il reste allié avec la France et l'Angleterre. Cette position d'équilibriste est impossible à tenir bien longtemps. Hitler n'est pas dupe et déclare « La Roumanie est comme les États-Unis, elle est officiellement neutre, mais en réalité, elle nous livre une guerre froide. » Si on regarde la situation internationale, même si cela est chronologiquement absurde, puisque le coup d'État est en février et les accords en septembre, on peut dire que ce sont les accords de Munich de 1938 qui poussent Charles II à instaurer sa dictature. Disons pour être chronologiquement exact que c'est leur possibilité et leur préparation connue dans les chancelleries qui poussent Charles II à vouloir purger la Roumanie de toutes les forces qu'il imagine favorables aux nazis. Les accords de Munich sont surtout connus pour leur caractère de lâcheté. En France, Munich est devenu synonyme d'un accord indigne, d'une sorte de capitulation. Un esprit munichois est un esprit qui refuse de se battre et d'affronter l'adversité. Mais quel est le contenu réel de cet accord et quel est son impact sur la Roumanie? Le démembrement de la Tchécoslovaquie, consenti par la France et l'Angleterre, sonne le glas de la petite entente.
C'est le nom d'une alliance diplomatique et militaire qui réunissait Roumanie, Yougoslavie et Tchécoslovaquie et qui avait l'appui international de la France. Ainsi, les accords de Munich constituent un isolement terrible de la Roumanie sur le plan diplomatique. Les soutiens français et anglais, pour lesquels les Roumains avaient fait tant de concessions, avec les conséquences internes que l'on a vues, ne sont plus que de grands principes sans réalité tangible. Lorsque survient le pacte Molotov-Ribbentrop en 1939, la Roumanie voit son dernier atout s'effondrer. Il n'y a plus, de façon temporaire, d'affrontement entre l'Union soviétique et le Troisième Reich. Nul besoin d'être devin pour comprendre que le territoire acquis en 1918, la Grande Roumanie, risque des évolutions néfastes, sous peu, à l'aune du conflit mondial qui se profile. Revenons au patriarche Nicodime, le second patriarche de cette fascinante église officielle roumaine. Il naît en 1864 à Pipirig, un petit village à l'ouest de Târgu Neamț. Il étudie la théologie à Iași, puis à Bucarest et enfin à Kiev. Il est fait moine en 1894. On se souvient de son action toute chrétienne à l'encontre des vétérocalendaristes roumains et en collaboration avec les gendarmes roumains. Il est fait patriarche le 30 juin 1939. C'est un monarchiste convaincu, ce qui ne surprend pas dans une église façonnée par le pouvoir civil. Nous verrons ensuite que cet incroyable synode roumain aura même en stock un patriarche communiste, très utile lorsque l'État est communiste et non plus monarchiste, comme quoi dans ce synode tout est possible. Ce qui caractérise le mieux ce synode, c'est sa capacité d'adaptation à toutes les épreuves, à toutes les circonstances. On se souvient par exemple que Dumitru Stăniloae dépeignait les légionnaires morts en Espagne comme des martyrs du Christ en 1937. Un an plus tard, une fois que le mouvement de Codreanu aura été terriblement attaqué et Codreanu tué par un gouvernement tout de même conduit par le patriarche Miron, le même Stăniloae pourra écrire très tranquillement à propos du FRN, le Front de Renaissance Nationale, le terme qui accompagne la dictature carliste, je cite, « Une vague de rafraîchissement est partie de l'esprit et du cœur royal, réchauffée par l'amour sans fin pour ce pays, sur les blessures produites par les divisions politiques antérieures, sur le découragement laissé par l'incapacité des partis politiques, sur le désert aride produit par le vent sec de toutes sortes d'égoïsmes, le mouvement FRN est devenu guérisseur, porteur d'un nouvel élan, de bourgeonnement de l'ensemble du pays et son évolution ethnique et sociale. Le programme du FRN est le programme de l'âme roumaine et de nos besoins. C'est le programme qui ne fait que recueillir nos trop longs soupirs. On voit que ce programme est né d'une vision complète de la réalité organique qu'est notre nation. Alors ça c'est tiré, ce texte de Stăniloae est tiré de Biserica de Stat sau Biserica in Stat de Olivier Jane Smith, page 140-141. On voit que Stăniloae quittait assez facilement les cimes de la théologie byzantine et les merveilles de la philokalie pour se faire le petit propagandiste zélé du pouvoir politique en place. Les hiérarques de ce courageux synode n'hésitaient pas à s'adresser à Charles II en l'appelant Basileus. Miron Christea avait même une fois tenté de comparer Charles II à l'empereur Constantin. On voit qu'il avait la flagornerie audacieuse. Christea laissa un bilan terrible à son œuvre. Nous verrons par notre lycée historique s'il faut le considérer comme le pire patriarche de cette église, mais il met déjà la barre très haut. Voici quelques extraits d'un texte d'Octavian Goga, qui a bien connu Christea, issu de son journal politique. En Transylvanie, à l'époque des Hongrois, nous nous retirions dans les tranchées derrière les murs et voyions dans l'œuvre de Chaguna le critère suprême de nationalité. Malheureusement, le haut clergé orthodoxe de Transylvanie n'a pas été à la hauteur de la tâche au cours du dernier quart de siècle. Trop sécularisé, dépouillé du spirituel, ces évêques n'avaient rien de ce fluide miraculeux qui, chez les catholiques par exemple, entretient sans cesse le frisson mystique de la création. Parmi eux, Miron Christea apparaissait plus investi, avec quelques attributions représentatives, mais c'est tout. Il lui manquait d'abord une croyance religieuse bien définie. Sa vie, à travers toutes ces manifestations, trahissait à chaque pas non seulement l'absence totale de soif de Dieu, mais aussi une note indéniable de frivolité profondément désagréable. Il lui manquait alors une orientation culturelle plus sérieuse qui lui donnerait la possibilité de combler les lacunes morales par des attitudes intellectuelles. Les seules qualités parmi cette douzaine étaient un physique d'une certaine distinction et des compétences indéniables de rhéteur provincial. Lors de la guerre, donc la Première Guerre mondiale, Christea faisait bon ménage avec tous ses pairs, les évêques de Transylvanie.
Aucune insistance sur la dignité ou le sacrifice, au contraire, une soumission révoltante et dégradante à l'ennemi. Dès le premier jour, je n'ai pas vu en lui l'innovateur, mais j'avoue qu'il est descendu bien plus bas que le modeste mépris que lui portaient mes dispositions. L'Église de l'Ancien Royaume, donc il parle ici des deux provinces avant 1918, qui avait installé à sa direction, sinon la tradition d'une culture aux grandes proportions, du moins cette crainte patriarcale de Dieu, des vieux ecclésiastiques orthodoxes, cette Église, avide d'une personnalité écrasante, a perdu sa continuité avec l'esprit religieux du passé, sans bénéficier en retour d'un élan de civilisation réformatrice. Fin de citation. Goga a ensuite un passage intéressant par rapport à Nicodème, je cite. Le souci manifesté dès le début, avec une persistance offensante, était du pur matérialisme. Cet accent embarrassant que la fin millénaire de la Transylvanie a implanté chez presque tous ses fils a été mis en avant dans l'arène dans la première période qui a suivi la Grande Union. Si l'on ajoute à cela un fanatisme un peu sélectif qui l'a guidé dans le choix des personnes qui l'entouraient, on se retrouve alors devant une dizaine de fonctionnaires, pressés sur le chemin de la chance, comme tant d'autres. Fin de citation. Dans l'entourage de Myron, considéré comme patriarche, il n'y avait que des personnes à son image, médiocres. Plus loin dans son œuvre, Goga décrit Cristea comme un Mazarin de la campagne, qui, bien que les Roumains aient un grand respect pour le monde rural, doit être vu comme une critique acerbe. Mazarin était un homme d'église qui n'avait pas forcément marqué les esprits par son action dans le domaine spirituel, mais c'était un grand politique, un de ceux qui ont bâti la France. Nous avons vu ce qu'il fallait penser de Cristea sur le plan religieux, mais on peut aussi dresser son bilan politique pour synthétiser qu'il n'a jamais eu aucune influence nulle part, se contentant d'être l'instrument de ceux qui le commandaient. Certains Roumains le voient comme un patriote dévoué, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour aider à construire et défendre cette grande Roumanie tant souhaitée. On peut légitimement conclure qu'il faisait partie de ces êtres liquides et médiocres, serviles et petits, qui, s'ils sont en trop grand nombre dans les sphères de pouvoir, amènent inévitablement un pays à la ruine. Les deux métropolites pressentis pour succéder à Myron étaient les métropolites Nicolae Balan et Vissarion Puiu. J'ai déjà parlé du métropolite Balan, qui avait cassé le mouvement Oastea Domnului. Si on peut brosser son portrait rapidement, c'était le numéro 2 de bord à l'époque, il était métropolite de Transylvanie. Fervent partisan de l'œcuménisme, il participa personnellement aux rencontres du Conseil mondial des églises en 1925 à Stockholm et celui de Berne en 1926. Fervent partisan du mouvement de Codreanu, il avait soutenu les légionnaires de façon très ostensible. Le métropolite Vissarion, de son côté, était métropolite de Bucovine au moment de cette élection patriarcale. Très respecté par Nicolae Iorga, Vissarion était un anticommuniste farouche, à tel point qu'en 1944, lorsque les soviétiques arrivèrent, il fuit jusqu'en France où il mourra en 1964. Condamné à mort par contumace par les communistes, le synode roumain l'avait déposé en 1950 et il le réintégra en 1990 à la chute du communisme. Le troisième candidat, celui qui emporta l'élection, fut Nicodème Munteanu. Il l'emporta probablement grâce au contraste qu'il offrait face à Balan et Vissarion. Les deux étaient des hommes qui en imposaient, mais Charles II voulait un patriarche terne, probablement pour que personne ne puisse lui faire de l'ombre. Très mauvais calcul, que font souvent les politiques médiocres qui cherchent la loyauté plutôt que la compétence. Peut-être Nicodème l'homosexuel, dont le scandale du séminaire de Ouche de 1923 s'était estompé, faisait aussi un contraste avec Myron, le coureur de jupons. Nous évoquerons le problème de l'homosexualité du synode roumain après la chute du communisme. La Seconde Guerre mondiale va rebattre complètement les cartes en Roumanie. Tout le monde connaît le déroulé suivant. Hitler attaque la Pologne en septembre 1939, l'URSS attaque la Finlande en novembre 1939 et finit au printemps 1940 par occuper militairement les 3 pays baltes. La Roumanie aide la Pologne en faisant transiter tout le trésor polonais jusqu'à Alexandrie, alors sous contrôle anglais. Le Premier ministre de Charles II, Armand Călinescu, francophile et anglophile, continue la lutte de l'État carliste contre la garde de fer. Après la mort de Codreanu, c'est Horia Sima qui était devenu le nouveau dirigeant du mouvement. Il mérite qu'on parle quelques instants de lui, puisqu'il aura un rôle politique dans les événements qui vont suivre. Il est né en 1907 à Făgăraș et rejoint la Légion en 1927, alors qu'il n'a que 20 ans. Il étudie la philosophie à Bucarest entre 1926 et 1932 et est nommé professeur de littérature en 1932 dans un lycée de Caransebeș. En 1938, la Légion se réorganise après l'assassinat de Codreanu et c'est Sima qui est choisi pour la conduire. Horia Sima entre dans la clandestinité. Il passe son temps à échapper au service secret roumain de Charles II, le SSI.
Sima choisit de s'exiler momentanément en Allemagne, d'où il va pouvoir organiser l'assassinat d'Armand Călinescu, qui fut ministre de l'Intérieur de Cristea pendant l'assassinat de Codreanu, et qui était passé Premier ministre après la mort du patriarche. Călinescu n'était pas seulement responsable de la mort de Codreanu, mais aussi d'une répression anti-légionnaire féroce qui avait causé la mort ou l'emprisonnement de nombreux membres de la garde de fer. Un commando de la Légion arrive à l'exécuter le 21 septembre 1939. Sima était revenu en Roumanie pour superviser l'attentat et retourne se réfugier en Allemagne pour échapper à la police roumaine. Revenons à la Seconde Guerre mondiale. Après les opérations militaires à l'Est, Hitler, après avoir sécurisé le Danemark et la Norvège en avril 1940, se lance sur le front ouest et envahit la France en mai 1940, lui infligeant la plus grande défaite militaire de son histoire. La Grande-Bretagne rapatrie ses troupes, tant bien que mal, dans le fameux épisode de Dunkerque. Isolé sur son île, Churchill ne peut rien pour la Roumanie, qui se retrouve seul pays européen à être en lutte contre l'axe Rome-Berlin. En juin 1940, les Soviétiques annexent la Bessarabie. Avec les 2 tiers de celle-ci les plus au sud, ils créent la République socialiste de Moldavie. Avec le tiers nord, ils augmentent le territoire de la République socialiste d'Ukraine. La position de Charles II est intenable en l'état. Il est obligé de réorienter sa politique en faveur de l'Axe. Il nomme Ion Gheorghiu Premier ministre le 4 juillet 1940. Celui-ci déclare une orientation pro-Berlin, pro-nazi, nationaliste et antisémite. Pour plaire à Hitler, ou par conviction personnelle, Dieu seul le sait, Gheorghiu proclame une loi punissant de 2 à 5 ans de prison le mariage entre juifs et roumains. Gheorghiu demande à Hitler de trancher entre Roumanie et Hongrie à propos du différend concernant la Transylvanie. La Hongrie avait perdu ce territoire en 1918 et il ne faut pas imaginer qu'elle n'espérait pas le récupérer un jour. Ce jour était arrivé et Hitler trancha en faveur de la Hongrie. Le démembrement de la Grande Roumanie avait commencé. Tout le nord de la Transylvanie passa donc sous contrôle hongrois. Ceci fut scellé dans le traité de Vienne en août 1940. Traité rapidement suivi par le traité de Craiova en septembre 1940, déclarant que la partie sud de Dobroja revenait aux Bulgares. La perte totale est environ 1 tiers du territoire et il s'agit aussi de 7 millions de roumanophones qui se retrouvent minorités ethniques dans d'autres ensembles politiques. Tout ce qui avait été gagné en 1918 était pratiquement perdu. La Grande Roumanie était un rêve qui n'avait duré que 20 ans. L'inconscient roumain semble en tenir rigueur à Charles II, et ceci ne plaide pas en la faveur du sentiment monarchiste en Roumanie, qui semble considérer la monarchie comme un système confiant les rênes à des étrangers corrompus et incapables. La différence d'avec la démocratie reste sur ce point à établir. Si on analyse les choses rationnellement, Charles II, ayant tout fait pour liquider toute opposition crédible à son pouvoir, s'est en fait retrouvé seul face à l'ouragan de la Seconde Guerre mondiale. La Roumanie payait ainsi le prix fort d'avoir eu à sa tête quelqu'un qui voyait l'exercice du pouvoir comme une compétition darwinienne et non pas comme une diaconie de service pour quelque chose de plus haut. Le 5 septembre 1940, Charles II veut former un gouvernement, mais plus aucun parti ne veut participer à quoi que ce soit avec lui. Le maréchal Antonescu, seul homme à peu près crédible de cette période, lui demande d'abdiquer, ce que Charles fait le 6 septembre. Il abdique en faveur de son fils, Michel. Charles part immédiatement pour la Yougoslavie en train le 7 septembre et échappe de peu à la mort car des légionnaires mitraillent son train. Les historiens déclarent qu'il imaginait encore pouvoir remonter sur le trône ensuite, ce qui prouve son manque de perception historique. Il partira pour les USA puis au Mexique et mourra d'une crise cardiaque en 1953 à l'âge de 59 ans. Intéressons-nous à Ion Antonescu, le nouvel homme fort roumain. Il est né en 1882 à Pitești, dans une famille de militaires. Son père était un héros de la guerre de 1877-78 contre les Turcs, dont j'ai parlé précédemment. Il tient un rôle important dans l'armée roumaine lors de la Première Guerre mondiale et en ressort décoré du prestigieux ordre Mihai Viteazul, Michel le Brave. Il participa aux négociations diplomatiques à l'issue de la Première Guerre mondiale et juge que cette paix n'est pas bien faite et amènera un nouveau conflit. On voit déjà qu'il a un sens politique et une lecture juste des données géostratégiques. Après avoir été attaché militaire à Paris, il revient en Roumanie et gravit petit à petit les échelons jusqu'à devenir ministre de la Défense sous le gouvernement d'Octavian Goga en 1937. Il occupe ce poste jusqu'en 1938. Il exprime son dédain envers le roi en refusant de s'asseoir à sa table alors que celui-ci est accompagné de sa maîtresse. Il est cassé par le roi et envoyé de façon étonnante méditer sur les règles de la politesse au monastère de Bistrița en Olténie. C'est peut-être ce coup d'éclat qui lui vaudra, dans la période très anti-Charles II, de devenir l'homme fort qui pourra demander au souverain de partir.
Ce qui a lieu en Roumanie entre le 5 et 7 septembre est quelque part entre le coup d'État et la transformation légale du pouvoir. En effet, Antonescu est porté par les militaires, les partis de droite et la garde de fer. Le 5 septembre, Charles II, qui n'a plus qu'Antonescu vers qui se tourner, le nomme Premier ministre, mais c'est là qu'Antonescu lui demande de partir. Le débat chez les historiens tend plutôt à voir cela comme un coup d'État. Antonescu proclame alors le Statul Național Legionar, l'État national légionnaire. Celui-ci est promulgué le 14 septembre 1940. Horia Sima est nommé vice-président du Conseil des ministres. Dans le nouveau gouvernement institué le 15 septembre 1940, les légionnaires occupent 4 ministères: Affaires intérieures, Affaires étrangères, Éducation nationale et santé, et Travail et protection sociale. Ils ont également plusieurs postes de secrétaire d'État. La garde de fer contrôle également la presse et le service de propagande, ainsi que 45 des 46 préfectures sur tout le territoire. Le seul mouvement politique autorisé est à ce moment la garde de fer. Mais dès le départ, il y a des dysfonctionnements entre l'État, que j'appellerais régalien, et les légionnaires qui entrent dans cet appareil d'État. Par exemple, il y a de grosses tensions dans la police entre ceux qui avaient auparavant combattu les légionnaires sous les ordres de Charles II et les policiers pro-légionnaires, voire légionnaires eux-mêmes. Le chef des services secrets qui avait traqué Sima est par exemple assassiné. Depuis Berlin, Hitler tient à ce que ce soit Antonescu qui dirige tout, et bien qu'il voit la garde de fer d'un bon œil, sa préparation de l'invasion de l'URSS demande une Roumanie stable et alignée. Antonescu, ayant pour but de récupérer tout ce qui avait été perdu au profit de l'URSS, joue à fond le jeu de la collaboration avec Berlin. Il laisse stationner la Wehrmacht sur le sol roumain, et 500 000 soldats allemands se comportent comme une armée d'occupation. Antonescu a besoin d'une Roumanie pacifiée, et la Légion est trop turbulente à son goût. Celle-ci organise des assassinats, et le 27 novembre 1940, des intellectuels, des journalistes, d'anciens députés et des francs-maçons, jugés responsables de la mort de Codreanu, sont assassinés. Le personnage le plus emblématique tué ce jour reste Nicolae Iorga, le grand historien d'extrême droite. Prenant prétexte de la mort de Iorga, Antonescu attaque la Légion en janvier 1941. 3000 légionnaires sont emprisonnés et Sima réussit à fuir en Allemagne qui lui offre asile. Donc, en une période de temps assez courte, la Roumanie aura connu plusieurs gouvernements et directions qu'on classera à l'extrême droite, même si on a vu qu'elles furent parfois violemment antagonistes. Quelle fut l'attitude de Bor dans cette période pour le moins troublée? Sima marque une sorte de divorce entre Bor et la Légion. En effet, Sima n'est pas du tout un mystique comme Codreanu. Il n'est que dans le politique. Le religieux ne l'intéresse pas. Dumitru Staniloae veut néanmoins y croire. Lorsqu'Antonescu proclame l'État national légionnaire, il écrit « La lumière de la résurrection flotte au-dessus du pays. La nation s'est retrouvée. Aujourd'hui, notre nation tient à nouveau dans sa main l'épée de l'archange gardien du christianisme que Dieu lui tend. » Staniloae, en 1940, voit en la Légion un rempart contre le bolchevisme menaçant. Nous verrons qu'en 1944, il aura totalement changé d'avis. La presse orthodoxe qualifie l'État national légionnaire d'expression politique de l'orthodoxie. La victoire de la Légion est décrétée victoire de l'Église. Il faut bien comprendre ici que c'est le clergé du quotidien qui s'enthousiasme de la victoire de la Légion. Le synode, lui, est plutôt circonspect. À la page 155 de son ouvrage, Schmitt cite un jeune prêtre, le père Ilie Imbulescu, qui s'enthousiasme pour la Légion et ne comprend pas que son synode se taise. Dieu voulait que le mouvement légionnaire gagne. Seules les autorités dirigeantes de Bor restent silencieuses. Elles étaient silencieuses depuis le début et elles sont toujours silencieuses. Fin de citation du père Ilie. Il mourra en 1949 tué par les communistes. C'est un des rares prêtres pour lesquels les sites officiels de Bor actuels parlent de son engagement légionnaire. Imbrescu est représentatif de quelque chose de crucial pour comprendre la période et pour comprendre Bor en général. La coupure radicale entre un clergé de terrain, souvent jeune et sincère, idéaliste, et un synode infiltré de francs-maçons et de carriéristes sans ampleur, sans souffle et sans vergogne. Si les métropolites Balan et Mihalcescu travaillent très ouvertement et tranquillement avec la Légion, le patriarche Nicodime reste très distant. Il s'attire même les critiques du clergé jeune et exalté par la Légion, particulièrement à Sibiu. La seule chose que va entreprendre le synode au niveau politique est de chercher appui auprès d'Antonescu pour réduire l'influence gréco-catholique et celle des missions néo-protestantes en Roumanie. Un théologien éminent de cette époque enverra même une lettre au synode lui demandant de frapper fort contre la maçonnerie qui essaye d'infiltrer l'Église. Bon, c'est à hurler de rire quand on sait que Christea était lui-même franc-maçon et que tous les doutes sont plus que permis sur Nicodime, comme je l'ai expliqué précédemment.
Lorsqu'Antonescu s'est retourné contre les légionnaires, il a pu constater que certains prêtres étaient tellement partisans des légionnaires qu'ils avaient pris les armes avec eux contre l'armée. Il a demandé la plus grande sévérité contre eux car il a considéré leur engagement comme inexcusable. Aussitôt la légion mise au pas par l'armée régulière, Nicodème a publié un texte officiel à la gloire du général Antonescu, le félicitant de sa victoire contre les Félons. De martyrs du Christ en 1937, ils passèrent à la promesse de l'enfer en 1941. Bor collabora avec l'État roumain pour purger le clergé de ses éléments légionnaires. Et obtenant des résultats aussi probants que le précédent patriarche Miron, Nicodème n'obtint pourtant aucun soutien d'aucune sorte de la part du général Antonescu sur la situation de Bor dans la zone perdue au profit de l'Ukraine, la Russie, la Bulgarie et la Hongrie. La situation la plus compliquée était en Transylvanie. Les prêtres orthodoxes roumains étaient chassés de leur paroisse et le troupeau orthodoxe officiel se retrouvait la plupart du temps sans prêtre de Bor. Les prêtres chassés trouvèrent refuge dans la zone sous contrôle roumain. Antonescu voyait d'un très mauvais œil n'importe quelle implication de Bor dans le champ politique. Les documents historiques issus des conseils des ministres de cette période font état de plusieurs déclarations très négatives d'Antonescu à destination de Bor. L'Église avait besoin d'être nettoyée, purifiée, pleine d'anarchistes, etc. Il avait une vision très négative de l'Église et n'acceptait pas ces gens mal rasés, mal coiffés. Il voulait probablement une Église davantage ressemblant à l'armée. Il voyait les monastères comme des parasites. Il n'avait visiblement pas apprécié son passage forcé au monastère de Bistrița. Les prêtres étaient payés par l'État et se plaignaient régulièrement de leur petite pension. Antonescu, de son côté, trouvait qu'il payait beaucoup pour pas grand-chose. Il voyait l'Église comme un auxiliaire de son État. Celui qui paye commande. C'était ce qui pouvait résumer la logique de la relation entre Antonescu et Bor. Le 22 juin 1941, Antonescu participe à l'invasion de l'URSS. Antonescu, probablement pour avoir la main mise sur les opérations militaires des troupes roumaines, s'autoproclame maréchal. Le 14 août, Hitler, satisfait des avancées, donne à Antonescu ce qu'il attendait, le gouvernement sur toute la Moldavie, jusqu'à la région appelée Transnistrie. Mais il ne récupère pas pour autant la partie perdue au profit de la Hongrie. Une page noire de l'histoire roumaine est la persécution des minorités pendant le règne d'Antonescu. Mais une fois de plus, ceci ne doit pas être abordé de façon manichéenne, émotionnelle ou simpliste. Antonescu a déployé une politique très hostile aux juifs, aux tziganes et aux minorités religieuses chrétiennes néo-protestantes. Le cas des juifs est le plus complexe et le plus déroutant. D'un côté, vous avez des déportations organisées sous contrôle 100% roumain d'Antonescu des juifs de Bessarabie vers le camp de Podolia, créé à l'origine par les bolcheviks, aujourd'hui en actuelle Ukraine, dans une partie gagnée par l'armée roumaine. Si le camp n'est pas proprement un camp d'extermination, les conditions de vie très dures aboutissent à la mort d'environ 100 000 juifs. Plusieurs documents montrent que dans l'esprit d'Antonescu, juifs et communistes étaient deux mots presque interchangeables. Lorsque naissent des rumeurs de sabotage contre l'armée roumaine en provenance des juifs de la ville de Iași, survient le pogrom de Iași entre les 27 et 30 juin 1941. 13 000 juifs trouveront la mort dans ce massacre où sont intervenus les moyens de l'État. L'aspect le plus marquant de ces pogroms sera ce qui est nommé aujourd'hui train de la mort. Des milliers de juifs sont entassés dans des trains pour la déportation et quasi tous meurent d'étouffement, de chaleur, de déshydratation et d'épuisement. On pourra aussi évoquer le massacre d'Odessa. La ville est gagnée par l'Axe le 16 octobre 1941. Elle est placée sous administration roumaine. Des attentats ont lieu et d'une façon un peu similaire à Iași, les juifs sont tenus responsables et des massacres conjoints roumains et allemands tuent pendant plusieurs jours plus de 30 000 juifs. Ces événements d'une grande violence nous décrivent un régime Antonescu qui semble fanatiquement antisémite et homicide. Et pourtant, pour une raison que les historiens n'arrivent pas à expliquer, Antonescu a également sauvé énormément de juifs pendant la guerre. Je n'ai pas de réponse et je suis comme eux incapable de trouver une logique à l'ensemble. En effet, en 1942, Hitler exige qu'Antonescu déporte les juifs roumains. Antonescu refuse et sauve même les juifs de Transylvanie, dans un épisode qui nous intéresse au premier plan pour notre sujet. Ceci est raconté dans les mémoires du grand rabbin de Roumanie, Alexandre Safran. Celui-ci était dans une situation plus que délicate à Bucarest, dans une Roumanie dirigée par Antonescu, surtout avec les événements de Iași et d'Odessa à l'esprit. Néanmoins, il apprend qu'Hitler demande la déportation de tous les juifs de Transylvanie. Il demande alors au métropolite Balan, métropolite de Transylvanie basé à Sibiu, de faire quelque chose. La demande est d'autant plus saugrenue que le métropolite, comme nous l'avons vu, était un grand ami de la garde de fer. Sur le papier, la demande est inutile. Le métropolite est d'ailleurs connu pour ses prêches enflammées où les juifs n'ont pas le beau rôle.
Safran termine son courrier par une phrase qui oscille entre la menace et la prière. « Dieu te regarde ». On a vu aussi tout le bien que pensait Antonescu de Bord, des gens coûteux, inutiles et mal rasés. Pourtant, Balan se rend à Bucarest, y plaide la cause des Juifs, et Antonescu l'entend et dit non à Hitler. Il a donc sauvé des milliers de Juifs d'une mort certaine, car Hitler demandait leur déportation vers la Pologne, et chacun sait ce que cela signifiait alors. Pour l'anecdote, lorsque la situation s'inversera, avec l'arrivée des communistes, Safran aidera Balan. Ceci nous permet au passage de considérer qu'Antonescu n'était pas totalement aveuglé par l'idéologie lorsqu'il considérait que les communistes étaient quasi exclusivement juifs. C'est un phénomène historique assez saisissant à contempler. Lorsque des juifs démarrent ou s'inscrivent en masse dans un mouvement, ils le dominent au départ, puis en sont exclus. C'est ce que me confiait amusé un juif converti à l'orthodoxie, devenu prêtre. Chose vérifiée dans le christianisme, dans le communisme et même dans la psychanalyse. Fin de la digression. Ainsi, Antonescu est difficile à suivre. Meurtrier de masse en 1941, sauveur de milliers de juifs en 1942, il adoucira aussi considérablement les conditions de vie des juifs de Moldavie en 1943. C'est pour cela aussi que conclure que la Roumanie fut ceci ou cela dans l'Holocauste est puéril et motivé par tout sauf la recherche de la vérité. Des témoignages historiques nous disent que des Roumains et des prêtres de bord ont participé aux exactions anti-juives. Des témoignages historiques nous disent que des Roumains et des prêtres roumains ont eu des comportements héroïques et ont sauvé des Juifs. Concluons donc sur ce sujet avec le constat que l'on ne peut rien en conclure, ni sur la Roumanie, ni sur Bord. Une dernière remarque, les naïfs croient souvent que ceux qui disent du bien des Juifs restent en accord avec leurs paroles et les protègent ensuite, et que ceux qui en disent du mal font de même et les persécutent ensuite. Le métropolite Balan n'est pas l'unique exemple du contraire quasi systématique de cette loi historique. Un historien israélien a montré combien les Dreyfusards français collaborèrent activement avec les nazis et combien les anti-Dreyfusards français combattirent les nazis. C'est ce que Schmitt ne comprend pas dans son livre consacré aux relations entre Bord et l'État. Certes, de nombreux prêtres avaient un discours anti-judaïque, mais cela ne prouve absolument rien, n'indique absolument rien et n'aboutit absolument à rien sur ce sujet. Les Juifs ne sont pas la seule minorité religieuse à avoir souffert de la Seconde Guerre mondiale. Les plus attaqués furent les néo-protestants. Antonescu les jugea comme sectes et ils furent purement et simplement interdits. Une chose qui est sûre est que la boussole principale d'Antonescu fut de reconquérir ce qui avait été perdu par le démembrement de 1940. Il joue ainsi le jeu de l'Allemagne à fond, mais comprend en 1942, avec les nouvelles de Stalingrad, que l'Axe ne pourra pas gagner la guerre. Les archives historiques montrent même qu'Antonescu a considéré à un moment la possibilité d'attaquer la Hongrie pour récupérer l'intégralité de la Transylvanie. Mais l'armée roumaine est décimée à Stalingrad, 120 000 morts et 80 000 prisonniers déportés en Sibérie rendent impossible ce plan d'attaque de la Hongrie. En 1944, l'avancée russe permet les premiers bombardements sur la Roumanie. Productrice de pétrole dans la région de Ploiești, la Roumanie devient logiquement une cible puisque son pétrole alimente l'armée allemande. C'est principalement l'aviation américaine qui, disposant d'une base en Libye, bombardera le sol roumain à Ploiești mais aussi à Bucarest dans un bombardement causant 5 000 morts. Antonescu essaiera sans succès de signer un armistice avec les Alliés. Les rencontres diplomatiques secrètes furent nombreuses pendant l'année 1944, mais la solution pour la Roumanie allait venir de l'intérieur. Une alliance politique nommée Bloc national roumain, composée de communistes, de libéraux, de sociodémocrates et de défenseurs des paysans, est créée le 20 juin 1944, avec pour but l'instauration d'un autre régime politique et la signature effective d'un armistice avec les Alliés. Le roi Michel Ier, Mihai en roumain, qui était resté sagement dans l'ombre d'Antonescu, qui avait été sacré roi en 1940 par le patriarche Nicodème à la cathédrale de Bucarest, profite de la situation pour réaliser un coup d'État le 23 août 1944. Soutenu par le bloc national roumain, Michel fait arrêter le maréchal Antonescu et prend le pouvoir. C'est le moment où la Roumanie change de camp. L'état-major roumain, voyant que les Russes étaient entrés à Chișinău, en Moldavie, toute proche, le 20 août, laisse tomber Antonescu. L'armée roumaine reçoit l'ordre de ne pas se battre contre les Russes qui entrent donc tranquillement en Roumanie. Staline ne signera finalement l'armistice qu'en septembre 1944, une fois la Roumanie sous son contrôle. L'Allemagne se battra pour essayer de conserver la Roumanie et fera même bombarder Bucarest, mais sans succès. Les spécialistes considèrent qu'avec ce coup d'État et ce retournement et ses conséquences, la guerre a été raccourcie de 6 mois. Certains spéculent également qu'Antonescu, dubitatif sur les opérations allemandes, n'avait pas envoyé toutes les troupes demandées à Stalingrad et avait aussi permis la victoire russe. Bon, ce ne sont que des spéculations bien entendu, mais la Roumanie a joué un rôle important sur le plan militaire dans cette période charnière.
Antonescu, détenu initialement à Moscou pendant 2 ans, est renvoyé en Roumanie pour être jugé en 1946 par un tribunal. Il est condamné à mort et fusillé le 1er juin 1946 à la prison de Jihlava, en même temps que plusieurs hauts dignitaires de son régime, comme le général de gendarmerie. La Roumanie, bien qu'occupée par les Russes, n'a pas immédiatement sombré dans le communisme. Dès après le coup d'État de 1944, le roi Michel nomme des généraux pour diriger le gouvernement et essaye de rétablir un fonctionnement démocratique. Le général Radescu, Premier ministre en 1944, était anticommuniste. Sous la pression soviétique, Michel est obligé de nommer un Premier ministre plus compatible avec Moscou, Petru Roda. Ceci permet au communisme de truquer les élections générales de novembre 1946 pour se positionner comme vainqueur. Comme le disait Staline, en démocratie, le plus important dans une élection, c'est celui qui compte les bulletins. Les opposants politiques sont persécutés, emprisonnés ou éliminés. Enfin, le 30 décembre 1947, avec l'installation de la guerre froide, le roi Michel est forcé d'abdiquer et de quitter le territoire roumain. On peut considérer cette date comme étant celle où le communisme prend totalement le pouvoir en Roumanie. Les troupes soviétiques resteront stationnées sur le sol roumain jusqu'en 1958. Le roi Michel a raconté ensuite comment Petru Roda l'avait menacé de tuer jusqu'à 1000 étudiants détenus en prison si jamais il refusait d'abdiquer. L'homme fort des communistes roumains, qui prendra d'ailleurs le pouvoir après le départ de Michel, l'aurait même menacé directement avec une arme pour le convaincre d'abdiquer. La famille royale roumaine se stabilisera en Angleterre jusqu'à la révolution de 1989. Les autorités roumaines ne leur donneront le droit de revenir en Roumanie qu'à partir de 1997. Il mourra en 2017 d'une leucémie et d'un cancer de la peau. Revenons à la Roumanie communiste. Les communistes proclament une république populaire. Les communistes ont toujours martyrisé le peuple au nom du peuple. Pour que les choses soient totalement claires pour tout le monde, il suffit d'étudier le profil de Mihai Sadoveanu pour comprendre ce qui se joue ici. Celui qui a présidé la réunion qui permit à la Roumanie de devenir république populaire était un antifasciste bien connu qui avait toujours été opposé à Charles II, aux légionnaires et à Antonescu, mais c'était aussi et surtout le grand maître de plusieurs loges majeures de Roumanie. J'en ai parlé, si vous vous en souvenez, lors de la pseudo-condamnation de la maçonnerie par Miron Cristea. Sadoveanu était vu comme l'un des chefs suprêmes de la maçonnerie roumaine, sinon son dirigeant principal. Comme cela, vous pouvez avoir la certitude de qui travaille, pourquoi et pour qui. Le communisme roumain a connu 2 grandes phases historiques. La première, sous la domination de Gheorghe Gheorghiu Dej, entre 1947 et 1965, date de sa mort, et la deuxième, plus connue de nous, sous la domination de Nicolae Ceausescu, de 1965 à sa mort le 25 décembre 1989 du calendrier grégorien. Commençons par Gheorghe Gheorghiu Dej. Il est né en 1901 à Bârlad, militant communiste de toujours. Il fait exécuter ses 2 concurrents les plus importants, Stéphane Foriș en 1946, dont il enverra l'épouse en asile psychiatrique jusqu'à la rendre folle, et Lucrețiu Pătrășcanu, dans une première grande purge en 1948. Il supervise directement la création de camps de travail servant à rééduquer les opposants au communisme, au premier rang desquels on trouve les légionnaires, mais aussi les communistes purgés par un Dej qui voit énormément de complots. Après la mort de Staline en 1953, il purge Anna Pauker, une figure de premier plan du régime qui avait toujours eu le soutien du tyran. Juive, elle tombe dans une purge pour lien avec le sionisme, une accusation qui n'était pas totalement fantaisiste. Pauker faisait partie de cette première génération de sionistes d'extrême gauche. Une dernière grande purge aura lieu en 1957, où Dej fait tuer des vieux compagnons de lutte dans un schéma assez classique dans les régimes communistes. Depuis la chute du communisme et l'ouverture des archives, nous avons une idée assez claire de la violence et de la cruauté du régime communiste roumain. Les crimes de ce régime sont innombrables, mais je vais en prendre 3. Le premier sera le plus marquant émotionnellement. Solzhenitsyn, devant les témoignages, avait déclaré en 2010 que Pitești constituait le plus terrible acte de barbarie du monde contemporain. La droite roumaine, depuis 1989, a voulu insister sur cette abomination qui eut lieu à Pitești et voulu faire des anciens détenus des sortes de héros roumains de la lutte anticommuniste. L'Institut Elie Wiesel, un juif roumain qui a dédié sa vie à la perpétuation de la mémoire de l'Holocauste, a inexplicablement cherché à lutter contre cette tendance afin que la mémoire collective reste bien centrée sur l'Holocauste, comme si l'esprit humain n'avait pas de place pour plusieurs chagrins et plusieurs empathies. Peut-être le zèle d'Elie Wiesel peut se comprendre
si l'on commence à creuser la réalité de son témoignage et de sa propre déportation. Mais revenons au sujet et aux souffrances bien réelles des prisonniers de Pitești. Certains historiens pensent qu'Anna Pauker et les tenants de la ligne stalinienne sont à l'origine de cette expérience de lavage de cerveau, cherchant à reconditionner les opposants. Ce que l'on sait est que cette expérience prit fin après que Pauker disparut lors d'une purge orchestrée par Dej. Elle est en tout cas initiée par un haut responsable de la Securitate, Alexandru Nikolski, un juif de Bessarabie, dont le vrai nom est Boris Grunberg, et par un ancien détenu de la prison, Eugène Turcanu. Les violences sont diverses. Être battu jusqu'à l'inconscience avec des barres de fer, électrocution des parties intimes, privation de sommeil, viol, exposition à des températures extrêmes, obligation d'ingérer ses propres excréments ou ceux des autres détenus, piqûres sous les ongles, injection de substances chimiques ou pharmaceutiques, simulation de noyade. L'originalité, si je puis dire, venait du fait que les prisonniers étaient appelés à torturer d'autres prisonniers pour échapper eux-mêmes aux tortures, ce qui brisait tous les liens psychologiques entre détenus. Il ne faut pas croire que ceci était une violence aveugle et brutale. Il s'agissait au contraire de quelque chose de très précis. Il y avait en tout 3 stages à franchir pour que le lavage de cerveau soit complet. La première étape consistait à avouer ses propres crimes. Pour passer cette étape, on imagine combien ont avoué des crimes imaginaires. Ensuite, la seconde étape consistait à dénoncer les crimes des autres ou leur comportement déviant. Et enfin, la troisième étape consistait en une suite d'humiliations qui ne prenait fin que lorsque le prisonnier pouvait réciter la langue de bois communiste de façon jugée adéquate. Cette troisième étape était particulièrement riche en symboles religieux qu'on pourra regarder ici avec une attention accrue. Le baptême à Pitești consistait en 2 variantes principales, soit une immersion dans de l'eau glacée pendant de longues minutes, soit une immersion dans des bassines remplies d'urine et d'excréments. Dans les 2 cas, le baptisé était immergé jusqu'à la proche noyade, puis on lui permettait de respirer un instant avant de le replonger et ainsi de suite. On demandait en signe de rééducation réussie à des chrétiens de profaner des icônes en urinant dessus ou en piétinant des croix. On faisait faire aux séminaristes et aux membres du clergé des liturgies où l'urine remplaçait l'eau bénite et où les matières fécales remplaçaient l'encens. La liturgie devenait le lieu de la proclamation publique de blasphème de la part des prisonniers afin d'éviter des tortures supplémentaires. Les prisonniers devaient également lécher les bottes des gardiens en les appelant Dieu. Je finirai cette évocation de l'indicible en parlant des prisonniers dont le corps était de multiples fois brûlé avec des cigarettes et qui perdaient de grandes parties de peau. On leur demandait d'écrire des confessions où ils mettaient en lumière les comportements déviants au sein même de leur famille. 2 prisonniers réussirent à se suicider comme seul échappatoire à cet enfer, ce qui conduisit les gardiens à mettre en place des sécurités supplémentaires afin que nul ne puisse échapper au programme de rééducation. Les communistes eux-mêmes condamneront à mort Turcescu, le criminel bourreau en chef, et fermeront le programme jugé trop violent et probablement inefficace. La prison de Pitești n'a pas été fermée et est restée un rouage de l'appareil pénitentiaire communiste le plus effrayant, mais sans cette intensité dans la barbarie. Après la chute du communisme, la prison a été vendue et démolie, et les lieux de ces crimes n'existent plus aujourd'hui. Le second des 3 crimes que j'ai choisis pour illustrer ce que fut le communisme en Roumanie est la déportation des minorités allemandes qui eut lieu en 1951. Elles s'inscrivent dans la volonté de détruire toute bourgeoisie en Roumanie. Ces minorités allemandes se trouvaient plutôt en Transylvanie et étaient plutôt aisées dans des positions de domination économique dans une logique capitaliste. Ces minorités allemandes étaient souvent de gros propriétaires terriens et le régime communiste mettait en place tout un cadre d'expropriation et de collectivisation des terres. Ils ont aussi payé collectivement les liens de certains avec le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les communistes déportèrent donc environ 40 000 personnes depuis la Transylvanie, principalement la région du Banat, vers les plaines du Balagan à l'est de Bucarest, qui sont connues pour être une zone ingrate et inhospitalière du point de vue agricole. Parmi ces déportés, il y avait également des opposants et d'autres minorités ethniques comme les Serbes ou les Macédoniens. Les gens, partis à la hâte, arrivèrent avec presque rien et durent survivre dans des camps de travail forcés avec aucun abri. Ils souffrirent de la chaleur accablante de l'été, de la rigueur de l'hiver, de malnutrition, et se bâtirent des abris de fortune, parfois des trous dans la terre. Les historiens dénombrent 1700 morts, dont 174 enfants. Ceausescu lui-même, en 1972, a critiqué ces déportations de Balagan. Il ne faudrait pas croire pour autant que l'arrivée au pouvoir en 1965 de Ceausescu marque un adoucissement du régime. Si Dej était un stalinien classique, totalement aligné sur Moscou, Ceausescu marque une forme d'originalité dans le bloc soviétique. Il critique l'invasion russe de la Tchécoslovaquie en 1968,
signe des accords de partenariat économique avec des pays occidentaux et reçoit même le président américain Nixon en 1969. Il choisit un non-alignement entre Moscou et Pékin lors de la guerre froide des années 70 entre les deux géants communistes. Mais il n'en reste pas moins un tyran communiste assez classique avec culte de la personnalité et système de surveillance omniprésent. Il se faisait appeler génie des Carpates ou grand architecte de la construction du socialisme. Des poèmes, des chansons et des pièces de théâtre étaient régulièrement écrites et produites à sa gloire. Le palais du Parlement à Bucarest, qu'il avait nommé Maison du Peuple, montre son goût pour les projets architecturaux monumentaux. Sa femme, Elena, était présentée à la population comme une savante de renommée internationale, bardée de diplômes du niveau doctoral, avec une expertise particulière dans le domaine de la chimie. Elle a même fait publier des travaux scientifiques sous son nom. Bon, en vérité, les deux n'avaient pas le bac, et Ceausescu avait juste une formation d'apprenti cordonnier. Ils sont représentatifs de cette société du mensonge, où le pouvoir ment, où la population sait que le pouvoir ment, le pouvoir sait que le peuple sait, mais tout continue parce que la sécurité est là pour éliminer ceux qui auraient un goût immodéré pour la vérité. Ceci nous amène au troisième crime pour saisir ce que fut le communisme en Roumanie, la surveillance généralisée mise en place par la Securitate. On frémit à l'idée de ce que cela aurait pu être avec les moyens technologiques actuels. Il s'agissait de la police politique secrète, avec pour nom officiel département de la sécurité de l'État, Departamentul Securității Statului. Si on veut faire court, c'est le KGB roumain. Elle est d'ailleurs dirigée par Alexandru Nicolski, vous savez, celui qui mettra en place le plan de lavage de cerveau dans la prison de Pitești. Alors il commence par purger tous ceux qui, dans la police politique, avaient travaillé pour Charles II ou pour Antonescu. Puis c'est Gheorghe Pintilie, un autre juif de Bessarabie, qui prend la suite de Nicolski. On se demande si être juif de Bessarabie n'est pas une forme de piston pour diriger la police politique roumaine sous les communistes. Ils mettent en place un système d'écoute généralisé et arrivent à un fonctionnement où chaque agent s'occupe de vérifier la vie de 43 Roumains. Le courrier était intercepté, vérifié puis expédié. Ils avaient fait placer des microphones d'écoute dans les lieux publics importants, dans les hôtels, dans les restaurants. Ils avaient tout un réseau d'informateurs parmi la population et l'on ne savait jamais si on ne se confiait pas à un informateur de la Securitate. Chaque informateur avait un dossier à la Securitate et devait lui-même réaliser des dossiers sur ceux qu'il surveillait et dont il pressentait une défiance envers le régime. Les artistes et les intellectuels étaient sous surveillance particulièrement accrue. Tout ceci a créé un climat de terreur jusqu'à la chute du communisme en 1989. Après Pintilie, c'est Ion Stănescu qui dirige la Securitate de 65 à 72. Après la Révolution, il sera un des membres fondateurs du PSM, Parti Socialiste des Travailleurs, qui intégrera ensuite le parti de gauche principal actuel, le PCD. Il mourra en 2010 d'un accident. Tous ses successeurs n'auront pas la même impunité, Dieu merci. Ainsi Tudor Postelnicu, qui fut le dirigeant de la police politique de 78 à 87, qui sera condamné à perpétuité pour ses crimes. L'ultime dirigeant de la Securitate, Julian Vlad, fut lui aussi condamné à 25 ans de prison à la chute du régime, mais fut gracié au bout de 4 ans. Il est mort en 2017 à Bucarest. On voit que certains, étant donné la gravité de leurs crimes, se sont plutôt bien sortis des mailles du filet. Pourquoi ? On ne peut que conjecturer, bien évidemment, vu leur fonction, ces gens-là avaient des dossiers. En fait, ils avaient les dossiers de tout le monde. Il ne faut pas être naïf sur la révolution roumaine de 1989. Une partie de l'armée et de la Securitate a changé de camp pour la rendre possible. Ceux qui tuent Ceausescu d'une certaine façon ne valent pas mieux que lui. Et c'est ensuite cette nomenclatura communiste qui s'est mélangée de façon très opportune à ceux qui étaient d'authentiques anticommunistes. La révolution de 1989 est la rencontre d'une authentique aspiration populaire avec des manifestations monstres très courageuses, quand on sait la nature du régime, et le calcul de dignitaires communistes qui ont lu l'actualité internationale de façon très intelligente. Le cordonnier et sa sorcière étaient trop stupides pour comprendre ce qu'il se passait. Une fois ce portrait brossé, maintenant, revenons à notre sujet principal, l'Église officielle roumaine. Traçons un bilan de son action pendant le communisme, et c'est un bilan plus que mitigé. En effet, nous sommes sur un spectre très large qui va des héros aux salauds.